vais vous expliquer un peu, sur un mode un peu ironique, une des manières importantes que nous avons de faire de la recherche en microbiologie dans le laboratoire, qui est d'aller à la pêche. Donc j'ai décidé de finir par faire la présentation, donc c'est la première fois que je fais la présentation de cette forme, parce qu'on a souvent reproché à les stratégies de recherche, quand je déposais ça, quand j'ai posé un projet de recherche, de dire mais il va à la pêche. Plutôt que d'utiliser le mécanisme habituellement utilisé quand on fait de la recherche, qui est d'avoir une hypothèse, de bâtir cette hypothèse, et ensuite de créer les éléments, les outils qui permettent de vérifier cette hypothèse. Ça s'appelle globalement l'hypothèse drive de la recherche. À côté de ça, en particulier depuis une quinzaine d'années, du fait du développement monstrueux d'outils technologiques, on a réalisé que le monde en général, dans le microbie en particulier, était infiniment plus complexe que ce que l'on voyait avec les outils précédents, que donc la plupart des hypothèses ne pouvaient qu'être fausses parce que le niveau de complexité qu'on comprenait derrière était bien supérieur à ce que l'on pensait au moment où on avait cette hypothèse, et que par ailleurs, le déferlement des outils a fait qu'il y a eu tellement de choses à découvrir que la déduction à partir des éléments qu'on avait à un instant T se révélait fausse dans les 2 ans qui venaient du fait de l'accumulation de données absolument invraisemblable qu'on a dans la réalité. Donc on est à un moment de la recherche dans lequel on est plus dans une période de découvreur et que dans une période de déducteur. Donc on a passé 30 ans, moi j'ai passé 30 ans dans ma carrière, moi, la déduction je ne crois pas trop, donc la manière dont on faisait la recherche est une manière qui était considérée comme étant une manière dépassée et qui maintenant redevient une manière de faire la recherche qui est très développée parce que les outils actuels montrent cette immense diversité que l'on a. Donc je vais essayer de vous expliquer comment, mais tout le monde n'est pas un bon pêcheur. Il ne suffit pas de dire je vais à la pêche, ça marche. Donc c'est très compliqué d'évaluer un projet de recherche ou un chercheur qui dit je vais à la pêche. Vraiment la meilleure manière de savoir si c'est un bon pêcheur, c'est de savoir s'il a déjà pêché correctement. Donc les projets d'un pêcheur sont très difficiles à évaluer. Je vais vous montrer la plupart des choses que nous avons faites. Il y a un certain nombre de points qui sont très importants, qui sont connus dans le monde entier, tout le monde sait qu'on a fait ça. Et je vais vous montrer que toutes les étapes qui nous ont permis de faire ça, ça n'est que de la chance. Simplement, on savait qu'on ne savait pas au départ, et quand il s'est passé quelque chose d'anormal, on a créé les outils à chaque fois qui nous permettaient de répondre, de trouver quelque chose que les autres ne trouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la même stratégie de pêche que nous. Et puis, l'autre chose que je veux vous expliquer ici, c'est que donc il faut aller pêcher où personne ne pêche. Parce que bien entendu, c'est là qu'il y a les poissons. Personne n'a pêché là. Et puis, ensuite, il faut ramener le poisson entier. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose, alors vous avez la chance de raconter toute l'histoire. Et donc, je vais vous raconter 3 ou 4 histoires sur lesquelles on a eu, par chance, le début. Et à partir de ça, on a raconté toute l'histoire. Parce qu'on avait ramené, on avait une touche au départ, et qu'on a ramené l'ensemble du poisson. Alors, premièrement, sur les grands virus. On en parlera souvent parce que c'est des débats, c'est un bon pêcheur. Donc, nous, mon approche, qui est une approche très ancienne, c'est parmi les tout premiers travaux que je donne dans mon laboratoire, pour des raisons personnelles, je beaucoup les amibes. Et les amibes, ce n'est pas les amibes médicales, c'est les amibes de l'environnement. 3000 espèces d'amibes de l'environnement qui sont des prédateurs de l'environnement. Donc, elles se nourrissent de microbes. Donc, ces amibes avaient été mise en cause comme réservoir et comme outil d'entraînement, si vous voulez, pour les légionelles qui donnent la maladie légionnaire. Les légionelles sont des bactéries qui vivent dans l'eau. Dans l'eau, elles rencontrent ces prédateurs et elles ont appris à vivre avec ces prédateurs et à résister à ces prédateurs. Et de ce fait, quand elles rencontrent une autre cellule prédatrice, par exemple un macrophage humain, elles ont déjà en place tous les mécanismes de résistance qui permettent de résister aux macrophages. Donc les légionnaires ne sont pas du tout des pathogènes humains, c'est des pathogènes d'amibes. Et comme les amibes ont les mêmes moyens de destruction que les macrophages,
si vous résistez à une amide, vous résistez au macrophage. Et donc, à partir de ça, on a utilisé les amides avec deux idées. C'est un bon moyen de tri des bactéries non pathogènes. Donc, on a commencé par exemple par utiliser ça dans des. Je crois que la première fois qu'on l'a utilisé, c'était pour isoler le bacille tuberculeux. Parce que dans les expectorations, il y a plein de microbes. L'amide tue presque tout, sauf le bacille tuberculeux. Et donc, c'est un bon moyen de purification des bactéries fragiles. Et puis, d'autre part, on a même fait un théorème avec Gilbert Grove disant alors si une bactérie résiste au macrophage, elle résiste aux amides, et si une bactérie résiste aux amides, alors elle résiste au macrophage. Ce qui est vrai à la louche. Il y a des détails qui sont faux, mais globalement, ce qui résiste à un macrophage résiste. Ce qui résiste à une amide résiste à un macrophage. Donc si vous voulez identifier avant même de les avoir chez les humains, des potentiels, des pathogènes potentiels, il faut regarder là. Vous voyez ici, c'est une amide qui se déplace et qui mange. Vous voyez, on peut les nourrir au laboratoire avec des bactéries, on leur donne des entérobactères à manger, et ça suffit pour eux comme nourriture. Donc c'est un vrai prédateur. Et donc, une fois, un postdoc anglais est venu chez moi avec une collection de Legionella que quelqu'un avait isolé grâce à des amides, et parmi ces Legionella, il se trouvait quelque chose qui était tout à fait atypique. Et on a essayé d'identifier ces Legionella. On a créé un certain nombre d'espèces bactériennes avec un cola et avec un Charlotte. Et puis on a eu la surprise d'avoir un paraclamydia, puis on a eu la surprise d'avoir quelque chose qui n'était pas amplifié par des gènes de bactéries universelles, alors que ça ressemblait à une bactérie. Et quand on a regardé le microscope électronique, on s'est rendu compte que ce n'avait pas du tout la forme d'une bactérie, mais c'était un virus géant qui avait la forme d'une bactérie. Et vous voyez, c'était une bactérie gram positive, ça c'est une coloration de Gram, donc c'est une bactérie qui était. C'était une bactérie gram positive sur laquelle on a travaillé pendant 3 ans, donc on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une bactérie, mais un virus, parce qu'elle n'avait pas les ARN ribosomaux qu'ont toutes les bactéries. Donc c'est négativement, donc on ne cherchait pas du tout de géant. C'était probablement la plus grande révolution sur le concept des virus qui soient passés depuis 15 ans, personne ne pensait que c'était un virus. Non seulement ça, mais les virus ayant été définis à partir du début du XXe siècle comme étant petits, c'est-à-dire ayant au moins une dimension inférieure à 0,2 microns, toutes les études, y compris les études récentes, c'est à peine maintenant que ça change, ont été basées sur la filtration. Et quand vous filtrez, eh bien, vous ne pouvez pas avoir dans le filtrat ces bactéries qui sont en réalité des virus géants parce qu'ils sont trop gros et restent dans le filtre avec les bactéries. Et donc, si on regarde les banques d'analyse génomique maintenant, on trouve ces virus avec des bactéries, on ne les trouve pas dans ce qu'on appelle le virome, on ne le trouve pas parce qu'il n'est pas filtré. Il faut savoir que le virus, la dénomination de virus au XIXe siècle, ça avait d'abord été appelé ultravirus, parce que c'était des virus qui étaient ultra-filtrables, c'est-à-dire qui passaient à travers les ultrafiltres de porcelaine qui sont de 0,2. Donc la nomination de virus au départ était antagoniste même d'une taille significative, et donc on a regardé ensuite son génome, on a trouvé un génome qui fait 1,2 mégabases, c'est-à-dire que ce virus code en réalité, maintenant on sait, pour plus de 1200 gènes. C'est colossal, c'est une chose considérable, c'est plus qu'une quantité de bactéries, et c'est même presque 2 fois et demi plus qu'un mycoplasme. Donc c'est un énorme virus qui change les choses. Et puis, du coup, ça y est, on savait qu'il y avait des virus géants, donc on a commencé, la première fois on allait à la pêche, la deuxième fois on savait on allait à la pêche aux virus géants. Ça c'est le deuxième virus géant qu'on a trouvé, cette insecte russe, et on a pu montrer que c'était un point important sur le plan de la biologie fondamentale, que c'est des organismes chimériques qui recomposent leur génome avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ensuite, on a continué, on a pris un modèle, on a dit, tiens, moi finalement, je travaille sur les bactéries intracellulaires depuis 30 ans, je vais traiter ce virus non pas comme un virologue, mais comme quelqu'un qui fait de la bactériologie avec un virus. Donc, j'étais sûr qu'en traitant un virus comme une bactérie, j'allais trouver une quantité de choses, parce que le monde des virus est un monde restreint. Vous, à votre âge, c'est pas très difficile de changer d'opinion. Mais quand ça fait 20 ans que vous faites quelque chose, c'est très difficile de changer d'opinion. D'ailleurs, nos découvertes chez les virologues ont été très vécues à chaque fois comme étant violentes, parce que ça a changé des concepts qui étaient depuis, voilà, ce que vous apprenez là maintenant,
vous allez y adhérer. Si personne ne challenge l'idée qu'on vous donne maintenant, vous allez croire que c'est vrai. Et au bout de 30 ans, ça sera impossible de vous faire changer d'idée. Donc c'est seulement maintenant, vous avez encore le cerveau malléable. Après, quand vous êtes rentré dans un champ en particulier, si vous ne gardez pas la curiosité pour les autres champs, vous finirez par croire que ce que vous faites est vrai. Or, la vérité scientifique, elle a une durée limitée. Ça ne dure pas. Les vérités scientifiques, elles sont remises en cause par ceux qui nous succèdent. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez encore plein de temps devant vous pour faire la recherche à la tenir. Donc, quand on a commencé à le voir comme une bactérie intracellulaire, pas comme un virus, du coup, on a regardé tout ce qu'on pouvait trouver chez les virus, chez les bactéries. Donc, on a trouvé des virus de virus, comme les bactériophages, si vous voulez, j'ai appelé virophages. Alors moi, je donnais le nom de virophage, et Bernard, il avait le nom de Sputnik. On a une grande concurrence avec la marque pour la dénomination des choses. Et vous voyez que ce virus, qui est un virus de ce virus, parfois est à l'intérieur de la capsule du virus géant, il rend malade le grand virus et il empêche relativement sa culture. Donc c'est vraiment un virus pathogène pour mini-virus. Ça aussi, ça a fait une révolution conceptuelle. Et la raison donc, pour laquelle les virus, la définition des virus fait qu'on manque les grands virus, vous voyez, c'est cette filtration qui empêche. Donc beaucoup de travaux qui sont basés sur la filtration, en réalité, par définition, introduisent un biais qui est celui de ne pas avoir les grands virus. On continue à s'intéresser à cette affaire, et en particulier, chez moi, Christelle Desnay fait un travail sur le virome humain. Alors le premier qui est fait un travail sur la métagénomique des virus, c'est Forrest Howard. Donc on prenait les choses, il les filtre, et une fois qu'il les a filtrés sur 0,2, il séquence tout. Donc on trouve un monde viral inconnu. Mais bien entendu, notre virus rend ce travail incomplet puisqu'il a filtré à zéro. Donc ce qu'on fait avec Christelle, c'est qu'on prend la même chose, mais on filtre à 0,40, ce qui permet quand même de monter probablement en termes de très grands virus, mais enfin moins que quand on filtre à 0,2. Et du coup, Forrest, qui au départ a été quelqu'un qui faisait des virus de l'environnement, commençait à s'intéresser aux virus humains. Et dans les virus humains, quand on a commencé à regarder, c'est passé une surprise considérable, c'est que le nombre de virus que nous abritons dans nos tissus qui sont censés être stériles est pauvre, ça. C'est plein de virus. Et on ne sait pas ce que ces virus font. On ne sait pas d'ailleurs si nous rendent malades. On sait qu'ils ne rendent pas malades de manière aiguë, puisque beaucoup de ces travaux sont faits sur des donneurs de sang, mais est-ce qu'ils nous rendent malades 20 ans, 30 ans après? Est-ce qu'ils modifient notre programme transcriptionnel pour je ne sais pas quoi, des cancers, des infections chroniques? Personne. On est au début d'une ère incroyable, c'est-à-dire qu'on peut commencer à regarder dans le sang de quelqu'un s'il y a des virus, oui, plein de virus, je ne sais pas. Et donc, on pensait, grâce aux techniques de métagénomique, qu'on allait comprendre une quantité de choses. Par exemple, les gens qui ont la sclérose en plaques, on va prendre des cerveaux de sclérose en plaques, on va prendre des plaques des cerveaux, on va prendre des cerveaux normaux, on va regarder quelle est la différence, 50 virus sur chaque. Et il y a un répertoire qui est changeant de patient en patient, de personne en personne, parce que les gens n'ont pas vécu vraiment pour être les mêmes expériences. Les virus qu'on a, on les a toujours acquis quelque chose, donc notre manière de vivre change. Il y a une telle diversité qu'on est, vous voyez, dans le monde d'une variabilité incroyable, sous-estimée, qui fait qu'il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est compliqué. Tout ce champ s'appelle le virome humain, vous voyez, qui est les virus qu'on trouve chez les gens qui n'ont pas de maladie. Alors, ça, c'est le travail qu'a fait Christelle Desnay dans mon laboratoire. Vous voyez, elle a trouvé chez des donneurs de sang, vous voyez, enfin, ça, c'est le travail de Forrest. Vous voyez, elle a trouvé des copox, des virus copox, qui sont proches des virus dans le sang de patients qui étaient parfaitement simples. Elle a trouvé les particules, les cellules, les cellules, c'est les gens qui n'ont rien, c'était en Californie. Nous, Christelle Desnay a trouvé un virus encore plus grand. Vous voyez que ce virus, on peut le voir même en immunofluorescence. Une fois qu'on l'a su, ce que c'était, on a eu ces gènes et on a pu faire une hybridation et montrer ça dans un sang, vous voyez. Et donc on a ce grand virus qui est un virus qui est proche de Marseille virus. Et puis on a continué à regarder, parce que notre première hypothèse pour le virus, c'est que c'était une bactérie qui donnait une infection respiratoire, puisqu'elle était dans les amines. Donc on a regardé si ça donnait une pneumonie, on a trouvé ici des anticorps chez les patients qui avaient une pneumonie. Et ici, récemment, c'est un travail qui a été fait avec Bernard Lascola et une de ses étudiantes, Alain, qui a permis d'isoler pour la première fois un mini-virus d'un prélèvement respiratoire qui s'appelle LPA 111, avec
patient qui a fait des anticorps spécifiquement là-dessus. Et puis, ça, c'est un autre travail qu'on vient de publier chez quelqu'un chez deux personnes qui venaient du Laos, qui ont fait une séroconversion contre le virophage et du coup a collecté de l'eau du Mekong. Tu vois, les Laotiens ont une manière de manger le poisson qui est très spéciale. Ils mangent le poisson cru et pas du tout les filets. Ils mangent cru comme ça. Ils n'arrêtent pas et donc on a regardé, parce que du coup ils sont contaminés par l'eau du Mekong. Et on a regardé, et le Mekong est plein de virophage. Et donc on pense que c'est comme ça qu'il en a parlé. On ne sait pas, encore une fois, la causalité c'est compliqué. En tout cas, ils ont fait une séroconversion. Il se trouve que la jeune femme avait eu une sérologie avant de partir au Laos, donc on a vu que la sérologie était négative, et au cours de cet épisode février, elle a séroconverti contre ce virophage. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a déterminé comme maladie, même s'il en a déterminé une, mais en tout cas, ça veut dire que les humains sont susceptibles d'être infectés par le virophage, puisqu'ils ont créé des anticorps. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Michel Rencontre. C'est un patient qui avait une kératite. Les kératites, chez les gens qui ont des lentilles de contact, sont très souvent dues aux amibes de l'eau. Ces amibes sont dans l'eau, hein, et donc quand vous mettez faut faire attention, quand vous avez les lentilles de contact, si vous mettez ça dans l'eau, l'eau peut être contaminée par les amibes, et les amibes vont donner une kératite sous la lentille, et donc, puisqu'il y avait des amibes, avec là, Michel nous a envoyé prélèvement de l'eau dans laquelle baignait cette lentille, et un prélèvement oculaire, et on a retrouvé l'amibe, et on a retrouvé l'imivirus, et on a retrouvé le Sputnik. Donc on est dans ça, est-ce que c'est un élément pathologique? Mais vous voyez, à partir de quelque chose qu'on ne cherchait absolument pas, on a trouvé un grand virus, et puis après on a essayé de dérouler toute l'histoire pour voir jusqu'à quel point ces virus ont un rôle dans la pathologie humaine et comment ils s'associent avec la pathologie humaine. Et du coup, on a inventé une nouvelle stratégie, une nouvelle technique qui nous permet d'identifier les virus gènes. Pour les rickettsiones, c'était un travail sur lequel je travaille depuis longtemps. Le premier travail scientifique, c'est une bactérie gram-négative strictement intracellulaire. C'est comme un virus en mode de vie, il n'y a pas une grande différence entre les virus et les négatifs. C'est transmis chez les humains essentiellement par les arthropodes. Et donc, ce qui est connu, c'est les tiques, les puces, les poux, les mites. La question qui se pose, c'est est-ce que les moustiques jouent un rôle? Alors, de manière très bizarre, les moustiques sont étudiés depuis 40 ans étant des agents qui transmettent des virus, des parasites, mais personne ne regarde qui transmettent des bactéries. Je ne sais pas pourquoi, mais en science, il y a beaucoup d'embranchements comme ça, et comme la taille des virus, personne ne regarde des infections bactériennes transmises par les moustiques. C'est étrange, pas vous dire pourquoi, je ne savais même pas savoir d'où ça vient. Donc pour les maladies transmises par les tiques, vous voyez, ça c'est mon laboratoire qui a ajouté une immense confusion parce que 80% de ces bactéries ont été découvertes ici dans ce laboratoire, mais on s'est intéressé par hasard aussi à cette bactérie Echinophilis qui avait été décrite aux États-Unis, en Californie, donc au début je m'en fichais parce que j'étais pas concerné. Et puis un jour, il y a des gens qui m'ont dit, c'est à Addis Abeba, en Éthiopie, il y a des épisodes février qui étaient très importants, il y a plein de puces, vous devriez regarder si c'est pas une de vos bactéries qui est transmise par une puce, ça s'appelle la typhus humain. Donc ils m'envoient les puces, je regarde, et en réalité, ce que je trouve, c'est avec Echinophilis. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette bactérie. Il y avait un papier dans la littérature qui rapportait que la bactérie avait été cultivée, donc j'ai essayé de la cultiver, d'obtenir cette bactérie. En réalité, ça pose des problèmes qui posent vraiment des questions actuellement. C'est où est-ce qu'on vit scientifique, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de ne pas rétracter ces erreurs. Donc, il y a 3 papiers qui ont été publiés sur la Echinophilis qui sont des erreurs, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont mélangé. Ils ont identifié ça avec la scientifique, ils n'ont jamais voulu rétracter le papier, alors qu'ils savent que ça c'est un problème parce que si vous ne connaissez pas, après dès que vous regardez, moi j'ai écrit la fois c'est une erreur, on n'a jamais contesté, donc on sait que c'est une erreur, mais le fait de ne pas retirer le papier qui contient les erreurs est une faute scientifique, il ne faut pas le faire. Donc on n'est pas là, entendu la compétition est une partie du monde scientifique, on est là pour rapporter de la connaissance, pas pour rapporter des papiers, on est là pour rapporter de la connaissance. Donc, si on sait que quelque chose n'est pas vrai, il faut avoir le courage de le retirer. Si il ne faut pas se tromper, c'est un problème, mais si on s'est trompé, ça arrive. Ce qui est le pire, c'est de ne pas dire aux autres qu'on s'est trompé. C'est le vrai point qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et donc, à la fin, j'ai fini par avoir des puces infectées.
qualité, donc on n'arrivait pas à la cultiver. Et finalement, si on regarde la plupart des bactéries beaucoup de bactéries qui sont associées avec les arthropodes, vous savez beaucoup, en réalité cultivent très mal. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles devraient très bien pousser à 37 degrés, parce qu'elles nous rendent malades et qu'elles se multiplient chez nous. On fait en pratique au laboratoire. Pour beaucoup d'entre elles, on n'arrive pas à les cultiver à 37 degrés. Et donc elles cultivent beaucoup mieux dans la température ordinaire, des choses, des alentours de 28 degrés. Donc il y a heureusement des cellules qui poussent très bien à 28 degrés, et on utilise ces cellules, elles poussent très bien à nous aussi. Ça marche très bien, et donc on a pu la cultiver comme ça. Alors, ça c'était une partie, et donc on a travaillé sur cette bactérie, on a fait le génome, on a pu montrer que c'était la première bactérie dans laquelle on trouvait la plasmide, avant on pensait que les bactéries particulières n'avaient pas de plasmide, donc on a trouvé un certain nombre de choses fondamentales sur cette bactérie qui était intéressante. Mais, dans une autre partie de mon laboratoire, j'ai un laboratoire qui est au Sénégal, qui travaille depuis des années sur la plasmide, et qui donc a tout le dispositif pour pouvoir faire de la recherche clinique, puisque tous les patients fébriles se présentent là-bas, dans les laboratoires, et donc on peut analyser la cause de leur fièvre à côté de lui. Donc on a mis en place un grand plan d'analyse des microbes, en particulier de ceux qu'on connaissait, et on est à la pêche de ce que l'on pouvait trouver là-dedans. Et donc on pensait plus, comme on avait trouvé pas mal de rickettsie dans les tiques, on pensait qu'on allait trouver des rickettsie transmises par les tiques, ou par les puces, ou par les poux, parce qu'on voyait bien que tout ça était assez fréquent. Et assez bizarrement, on s'est retrouvé avec les Aphelis, qui est celle des poux. On ne s'attendait pas à ça du tout, et il s'est passé une chose très intéressante. On a trouvé 3 à 4% des fièvres, c'est colossal. C'est des fièvres ambulatoires, c'est très différent des fièvres que nous avons. Nous, quand on veut étudier les fièvres, on peut étudier que les fièvres des gens qui sont hospitalisés. C'est les gens qui ont des fièvres graves. Vous voyez bien, quand le nombre de fois où vous avez été hospitalisé, qui c'est qui a déjà été hospitalisé pour fièvre parmi vous? Personne. Combien de fois qui c'est qui a eu une fièvre depuis un an? Tout le monde. D'accord. Donc, vous voyez, les fièvres ambulatoires, ça n'a rien à voir avec les fièvres hospitalières. Et donc, ce qu'on étudie là, c'est les fièvres ambulatoires. Alors, et donc, les causes de fièvre ambulatoire, c'est plutôt des infections virales, etc. On a été très surpris de voir ça. Et puis, du coup, on a mis un nombre de contrôles absolument considérable. On a pris et repris le papier juste au moment où j'ai envoyé le papier à ce journal, Marine Fascisti, comme je suis rédacteur en chef associé de ce journal, il m'envoyait en même temps pour évaluer un papier qui était exactement le même papier, mais qui était fait par une autre équipe et qui était au Kenya, qui trouvait les mêmes résultats. Alors c'est très rassurant, parce que si on trouve la même chose que nous de l'autre côté du continent africain, c'est que c'est vrai. Et donc, les deux papiers ont été publiés face à face, en réalité. Et donc, effectivement, on a trouvé en même temps, eux au Kenya et nous au Sénégal, que dans certaines zones, 4-5% des fièvres étaient associées à la Aphelis, ce qui est une très grande étrangeté. On a confirmé ça dans les années qui ont suivi. Alors, c'est très très étrange parce que les puces ne piquent pas comme ça. Et on sait bien que les puces ne piquent pas comme ça parce qu'avec Michel Rancourt, depuis des années, on a complètement démonté l'épidémiologie de la peste qui était transmise par les puces. Donc on sait que c'est pas vrai. C'est pas possible que la peste, que les puces piquent 90% de la population. C'est pas possible. La puce, c'est très spécifique d'autres, donc il peut y en avoir une qui vous pique une fois de temps en temps, mais en réalité, celle que vous avez plus, vous avez plus de chance de piquer, c'est celle de chat, parce que les chats sont juste à côté de vous, mais c'est très rare de piquer. C'est rare, c'est pas une chose commune du tout. Donc, on ne peut pas imaginer qu'une maladie soit fréquente à côté de plus. C'est qu'il y a un autre mécanisme de transmission. Et donc, on avait ça en tête, mais du coup, avec collègues, on est sur place, on a testé une quantité de choses, et en plus, quand on a testé toutes les puces de ces villages dans lesquels on avait trouvé les premiers cas, on n'a jamais trouvé de puces positives. Donc, il se passait quelque chose d'autre, et ce qui se passait d'autre, c'est que si vous regardez la distribution, vous voyez, si vous regardez la distribution de la Rickettsia Aphelis par rapport à dans le monde tel qu'on connaît, en réalité, je trouvais que ça se superposait au paludisme. Donc il y avait une vraie question, c'est est-ce que, vous voyez, ici, ça c'est les zones de paludisme hyper endémiques, vous voyez, donc on a regardé et on trouve à cette limite-là, entre la zone sèche et la zone très très humide, c'est là qu'on a trouvé les cas. Avec les Aphelis. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être que finalement c'est un moustique, parce qu'on voit bien que ça se fait dans les zones qui sont très riches en moustiques, et on a regardé en 2 espèces de moustiques, et
on a trouvé qu'effectivement, il était réalisé dans Aedes albopictus, était aussi dans les anophèles. Anophèles, c'est les vecteurs qui peuvent dire, Aedes albopictus, c'est le vecteur de la dengue, du chikungunya. Donc ça veut dire que ce qu'on n'avait jamais regardé en réalité, ça s'est imposé à nous parce que simplement c'est fréquent dans une zone dans laquelle ce qui est le plus fréquent, c'est la dialectologie par l'industrie. On va commencer, bien entendu, il faut des modèles pour pouvoir démontrer que ça a vraiment un rapport avec les moustiques, que c'est vraiment vectorisé. Les moustiques ne sont pas simplement le témoin des bactériémies, mais c'est un modèle qui est en cours et qui est très important. Et alors, le dernier point, on voit c'est une chose extrêmement amusante, en tout cas tout amusant pour nous, c'est qu'il y a un travail merveilleux qui a été fait par Valérie Delaporte à Montpellier et Martin Peters. Et c'est eux qui ont découvert, ils ont beaucoup travaillé sur les grands singes. Vous savez, les grands singes, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos sont très proches de nous, beaucoup plus que les singes, que les singes. En anglais, d'ailleurs, ça n'est pas le même nom. Apes, c'est montré, ça veut dire apes, c'est les grands singes, ils sont dans un monde qui est à 99% de l'autre. C'est extraordinairement proche. Donc, pratiquement tous les microbes, tous les virus qui infectent l'homme, infectent les singes, et vice-versa. Quand on cherche un agent dans l'environnement qui est susceptible d'être un agent pathogène humain, c'est une bonne source de regarder les grands singes. Les grands singes, c'est difficile de les attraper pour leur faire une prise de sang. Donc, une chose qui a été inventée dans cette équipe, qui est tout à fait extraordinaire, c'est de regarder dans les selles, la FSS, pour le regardance. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé par amplification, c'est incroyable ce qui se passe en fait. Ils ont trouvé par amplification. D'une part, on peut trouver des anticorps, on peut faire la sérologie sur les selles. D'autre part, il y a toute une série d'acides nucléiques. Vous voyez, c'est un outil entièrement nouveau, personne ne faisait ça il y a 15 ans. Et c'est comme ça, en étudiant ces populations virales, ils ont pu démontrer que le virus HIV était originaire des grands singes, des SIV. En faisant des arbres avec des centaines de virus séquencés à partir de ça. Et ils ont trouvé une deuxième chose tout à fait extraordinaire. Ils ont trouvé aussi que l'on trouvait dans les selles des singes l'ADN des plasmodiums. Et que le plasmodium falciparum, contrairement à ce qu'on croyait, ça n'est pas un parasite qui est strictement humain, c'est un parasite qui a probablement été inventé chez les grands singes. Et ça, c'est toujours par l'analyse des selles. Donc du coup, il est devenu un spécialiste de ça, il y a une collection de 5000 singes, ce qui donne des possibilités de travail considérables. Et comme on a l'institution qui fonctionne à la Pôle Sud, qui favorise les travaux qui sont faits sur 2 laboratoires de Disney, eh bien on a eu un étudiant chez nous, la faculté, qui devait faire un travail en collaboration avec Montpellier, puisque c'est au nom de ça qu'il y a eu ce cours. Et donc, je lui ai proposé de regarder si on trouvait Rickettsia felis dans les selles de singes. Parce que, effectivement, si le mécanisme est le même que pour le plasmodium, si c'est les singes qui constituent un réservoir, ces singes sont piqués par les mêmes moustiques que nous, et donc on doit pouvoir retrouver ça dans les selles de singes, au même titre que l'on retrouve le plasmodium, si effectivement c'est un mécanisme pour la moustiques. Et la réponse est oui, ça travaille par révision actuellement. Et vous voyez qu'on a ici Rickettsia felis en rose, dans toutes ces zones-là dans lesquelles ça a été testé. Donc on a testé une grande collection de gorilles de chimpanzés, cette fois-là au Cameroun, qui montre que les singes ont probablement aussi une partie des réservoirs de Rickettsia felis. Vous voyez que donc on est parti de quelque chose qui était une pathologie américaine transmise par des puces en Californie. On a fini par une maladie extrêmement fréquente, probablement transmise par les moustiques en Afrique. Et donc il faut regarder, il faut la ici, probablement pas que il faut regarder les Rickettsia dans les moustiques et les bactéries dans les moustiques, quelque chose que personne ne fait. Voilà, donc ça c'est des grands singes. Autre exemple, Trophæma whipleyi. Trophæma whipleyi, c'est né d'un protocole que j'ai mis en place, je pense que c'était en 1992. Je travaillais sur les endocardites, les infections du cœur, pour lesquelles il n'y avait pas de médecin. Et une fois, je me souviens, mon ami Jérôme Etienne, qui était à Lyon, qui m'envoyait beaucoup de valves cardiaques pour l'identification, est venu avec un certain nombre d'observations. On faisait par exemple beaucoup la ferrocu, les partenaires, mais il restait des choses contrôlées. Et
Et donc il est venu avec 4 ou 5 observations, enfin, réunion commune, il m'a dit voilà, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est pas ce qu'ils ont, il y a des endocardites, ils en sont morts à la fin, il n'y a rien à voir. C'était juste au tout début de la biologie moléculaire. Donc comme nous on a toujours été spécialisés dans la culture moléculaire, on a dit écoute, je vais inventer un système de culture particulier, et au lieu de chercher spécifiquement tel ou tel gène, on va faire un protocole à la réflexe dans lequel je ne sais pas ce que je cherche. C'est un protocole ouvert, plutôt que d'avoir un protocole fermé sur une question, c'est un protocole ouvert. Ce protocole, maintenant, tout le monde connaît ça, le GLSP protocole. Parce que du coup, je ne savais pas ce que je cherchais. Et il s'est passé quelque chose qui était tout à fait extraordinaire. Donc vous voyez, c'est vraiment la réflexion. Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. Nous, moi, je ne travaillais pas du tout sur la maladie de Whipple. Whipple, c'est une maladie digestive, si vous voulez, dans laquelle on commençait à savoir que c'était bactéries qui donnaient ça. Ils avaient été identifiés par la biologie moléculaire, mais jamais continué. Peut-être juste avant, mais c'était tellement. Même pas. C'était contemporain. Puis je travaillais beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Tom Marie, qui est au Canada, et qui avait une endocardite à hypoculture négative. J'ai la personne de 42 ans, et puis il m'envoie la balle en me disant, il m'envoie la balle dans tout l'été, en juillet, en me disant, tiens, regarde si tu trouves quelque chose. Je regarde, une première culture, standard, on peut rien. Et puis il me rappelle en septembre, il m'envoie un cours en me disant, écoute, tu vas vraiment regarder, c'est vraiment une histoire curieuse, bizarre, sur quoi elle passe, ça sent rien, on reprend la culture. Et ça, c'est Etienne qui fait en fait, voilà, maintenant, malheureusement, on va y revenir. Qui reprenant la culture, cette fois-là, au lieu de la garder, on l'a gardée pendant 1 mois, on l'a gardée pendant 3 mois, et au bout de 2 mois, on a commencé à avoir des effets cytopathiques, et quand on a fait la biologie moléculaire là-dessus, on s'est trouvé en face de la bactérie de la maladie de Whipple. Donc pour un tableau clinique, il n'y avait rien à voir avec la suite de la maladie de Whipple. Donc on ne cherchait pas la maladie de Whipple, ce n'était pas un tableau clinique de la maladie de Whipple. De manière très intéressante, mais l'histoire est très étrange, liée comme ça. Au moment où j'étais en train de rédiger ce papier, je reçois, vous voyez, c'est comme l'autre, quand j'allais envoyer le poumon, j'envoyais mon papier sur la Gazzafélis, je reçois le papier dessus. Au moment où j'ai fait ce papier, il y a un journal qui s'appelle Annales of Medicine qui m'a demandé si j'étais d'accord pour faire un éditorial sur un papier qui venait d'accepter de 4 endocardites à Trophéalma-Ribelli, décrites par biologie moléculaire, sans culture, mais décrites par biologie moléculaire. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, je ne travaille pas sur cette bactérie, personne ne savait que je travaillais sur cette bactérie. Ce papier est arrivé, donc j'ai fait un éditorial dedans en disant écoutez, ça serait important quand même un jour pour utiliser cette bactérie. J'ai regardé, ensuite c'est amusant, j'ai vu le rédacteur en chef, c'est quand même moi sinon c'est tout à fait extraordinaire. Le fait d'avoir la bactérie, ça nous a permis, la maladie de Whipple, ça avait été décrit par quelqu'un qui s'appelle Whipple, qui avait pris quelque chose qui n'a rien à voir, et il avait décrit ça en 1906. Et donc nous, quand on a eu la bactérie, du coup on a pu générer les anticorps spécifiques contre la bactérie. Et puis je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'hôpital John Hopkins, Steve Lemler. Et l'hôpital John Hopkins, c'est l'endroit où Whipple travaillait. Et il restait juste une lame du cas qu'avait décrit Whipple lui-même. C'était une lame colorée, donc on a décoré la lame, on a fait agir nos anticorps, et donc on a pu prouver que le malade qui avait été décrit en 1916 par George Whipple, il avait bien une infection à Trophéalma-Ribelli. Vous voyez tous ces points marrons là, ces macrophages qui sont bourrés de maladies mortes de ça, qui sont bourrés de Trophéalma-Ribelli. Donc on a pu rétrospectivement démontrer que, effectivement, ce qu'avait décrit George Whipple, c'était une infection de Trophéalma-Ribelli. Bien sûr, quand on a eu la bête, on a séquencé le génome. Et quand on a séquencé le génome, c'est pour ça qu'après on a ramené tout le poisson. On n'est pas du tout parti sur la maladie de Whipple. Et après, une fois qu'on nous a volé le machin, on a fait le génome. On était en compétition avec centre de séquençage mondial. On a fait match nul. Et après, quand on a regardé ça c'était extrêmement intéressant. On a regardé ce qu'il y avait de particulier pour faire Trophéalma-Ribelli par rapport aux autres bactéries, et en particulier au milieu des bactéries intracellulaires. Alors, vous ne voyez pas, il faut que vous fassiez confiance. Ce qui se passait, c'est que Trophéalma-Ribelli, ce qu'il y a de différent par rapport aux autres, c'est qu'il n'avait pas les fonctions métaboliques lui permettant de synthétiser des acides aminés. Et donc à partir de ça, on dit tiens, on va rajouter les acides aminés dans un milieu axélique pour voir si on arrive à cultiver. Jusque-là, on avait cultivé, vous rappelez, ce protocole GLSP, c'est une cellule. Donc là, on a créé une milieu sans cellule, en rajoutant l'acide aminé, en
donc on a supplémenté un truc et ça marche. Ensuite, bien entendu, le fait d'avoir le génome, ça nous a permis de faire du génotypage et de montrer qu'il n'y avait pas de relation entre le type de génotype et les manifestations. Le génome nous a aussi appris quelque chose, vous voyez, qui allait contre, vous ne pouvez pas prédire, qui allait contre ce qui avait été fait empiriquement. Empiriquement, la maladie de Whipple était traitée par du Bactrim. Bactrim, c'est une association d'un sulfamide et notre produit s'appelle Trilutprine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, ça, c'est pas lui qui l'a vu, c'est Canon. Quand il a vu publier le génome, il a dit tiens, c'est pas possible que cette bactérie soit sensible au Trilutprine parce qu'elle n'a pas d'enzyme cible. C'est pas possible. Elle n'a pas la clé sur laquelle Trilutprine marche. Donc, nous, on l'a retesté. Effectivement, ça ne marche pas. Donc, en réalité, le traitement de Bactrim qu'on donnait à ces patients depuis une dizaine d'années ne pouvait. Il n'y avait qu'un seul produit qui marchait, c'est le sulfamide, c'est le sulfamide. Le Trilutprine ne marche pas. Et donc, on sait depuis très longtemps que quand on donne des sulfamides en immunothérapie, en réalité, ils deviennent résistants très rapidement. Et rapidement, on a pu montrer ça avec Jean-Marc Paulin, c'est qu'il y avait une acquisition de résistance extrêmement rapide due à une mutation dans le gène de sensibilité, qui s'appelle FOLP. Et donc, on a changé le protocole thérapeutique. Et pour pouvoir le mettre en évidence, vous voyez, on a, ça c'est Jean-Marc qui a fait ça, on a prospecté chaque chapeauline qui était sensible avec le gène muté qui était muté résistant au Bactrim. On a pu montrer qu'il devenait résistant au Bactrim quand on le prospectait. Donc on a pu vraiment montrer que il était résistant au Bactrim et que le devenait résistant au sulfamide. Une autre chose qui a été trouvée dans le génome, on a trouvé qu'il y avait une séquence intervenante, comme un tronc, au milieu du gène 23S. Alors ça c'est très intéressant parce que le gène 23S c'est un truc qui est très essentiel, c'est ce qui sert à faire le ribosome, donc il faut avoir le ribosome, c'est essentiel. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un mécanisme de splicing, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de recoller un bout avec l'autre. Et la plupart des gènes humains les introns, et donc il y a un mécanisme de splicing qui permet de les raccommoder en enlevant les introns. Donc, de manière à faire de l'exemple. Donc, il existe probablement le même mécanisme ici. Et alors, il y a un produit qui est très intéressant. Donc, on a publié ça. Puis, on a réalisé un peu de temps après, il y avait un produit très intéressant qui s'appelle la pentamine, quelque chose qui est utilisé pour traiter les infections, en particulier les infections à champignons. Et en réalité, la fonction de cette pentamine, c'est d'empêcher le rabotage de gènes qui sont comme ça. Et donc on a dit, tiens, est-ce que, là cette fois c'était basé sur une hypothèse, puisque ce gène est une séquence intervenante, si on rajoute la pentamidine va empêcher de reconstruire le gène, et donc ça ne va pas marcher. Et la bactérie va mourir. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, et on a montré qu'effectivement ça marchait, que la pentamidine empêchait la. Voilà. Ensuite, pareil, on fait des allers-retours en permanence avec la médecine, bien sûr, biologie intéressante, on aime bien la médecine, et donc on a fait une analyse globale avec Florence Mollard, avec moi sur les aspects cliniques et épidémiologiques, et voilà ce que l'on trouve. Et donc, vous vous rappelez, on est parti de l'idée pour faire MRUPI, ça, là, vous allez voir, on va ramener tout le poisson. On est parti de l'idée pour faire MRUPI, c'est la bactérie, une bactérie qu'on trouve rarement. C'est la première fois qu'on l'a trouvé, c'est seulement chez les maladies de Whipple. La maladie de Whipple, c'est une maladie très rare. Son incidence, en France, ça doit être 1 par million d'habitants par an. C'est très rare. Donc une bactérie rare dans une maladie rare. Ça, c'est le premier point. En réalité, vous voyez que nous, quand on a fait la PCR, on a trouvé beaucoup de positifs. Et en réalité, c'est dû à quoi? D'abord, il y a une partie de la population importante qui est infectée par Prophylactie, qui n'a pas de symptômes. Ça, on a pu faire ça sur un travail avec des égoutiers de Marseille, commencé par eux, une population générale, puis des cas pour recevoir tout le monde. Alors, les égoutiers de Marseille, qui sont ceux qui sont exposés directement en matière fécale, ont un taux assez important. Ceux qui travaillent dans l'administration, ils sont comme le reste de la population. C'est vraiment, pour les égoutiers, le contact avec les matières fécales qui sont plus affectés. Mais la population générale, vous voyez, en France,
c'est 2 à 4% de gens, chez vous, il doit y avoir un qui est porteur de trophée américain. Donc, en revanche, dans la salive, c'est beaucoup plus rare. En France, dans la population générale, on a 1 sur 10 seulement de ceux qui sont porteurs de sel qui en ont dans la salive, au moins qu'on puisse retrouver. Donc, il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. Deuxième chose qu'on a regardé, est-ce que c'est maladie digestive? Est-ce qu'on retrouve ça? Est-ce que le premier contact avec cette trophée amélie, c'est pas une infection digestive? Donc, on a commencé à regarder, on a regardé dans les selles qu'on recevait au laboratoire pour diarrhée. Vous voyez, on a tout de suite vu qu'il y avait un pic dans les enfants de 2 à 4 ans, très important, 15% des gosses qui avaient une diarrhée avec Trophée UPI dans les selles. On a fait un gros contrôle, on a montré que c'est très significatif, et ensuite, avec Benoît Pétunet, on a fait un modèle expérimental qui a montré que, effectivement, chez la souris, si on injectait Trophée UPI, on avait une diarrhée. Ensuite, on a regardé un point qui était important, qui nous a perturbé, qui m'a perturbé, et c'est irritant. Des fois, il y a des choses qui sont sous vos yeux, et il vous faut 1 an, 2 ans, 3 ans avant de comprendre la raison pour laquelle vous ne comprenez pas. Pourtant, dès qu'on vous le dit, ça paraît tellement simple. J'ai essayé de trouver un moyen sérologique, vous voyez, de dire, puisque c'est tellement fréquent, l'accueil dans les selles, finalement, ça va rien dire. C'est qu'est-ce que je cherchais quelque chose qui soit moins invasif qu'une biopsie, vous voyez, biopsie abdominale, on va voir, regarder la base, on ne va pas faire des biopsies de base, comme ça, on c'est une endocardite. Donc il nous manque un outil diagnostique, vous voyez, pour pouvoir permettre de savoir ce que c'est. Donc la sérologie, c'est un bon outil. On a commencé à travailler sur la sérologie, on travaille on a mis tous les moyens possibles, les recherches bidimensionnelles, des centaines à une, rien du tout. Et on ne comprenait rien du tout, je ne comprenais rien du tout parce que je mélangeais plusieurs groupes. Je mélangeais d'abord des gens qui avaient une vraie maladie de Lippel, des gens qui avaient une autre infection, par exemple une endocardite avec la même bactérie, et je les comparais à la population générale dont je considérais qu'elle était le témoin de ceux qui n'étaient pas malades. Voyez, donc je comparais, et c'est très important parce que c'est la base de la science, c'est savoir ce que je comparais. Quand on compare, quand on met un groupe contrôle, le groupe contrôle, il doit toujours être pris pour pouvoir neutraliser le biais que vous allez observer. Donc il faut réfléchir, pas spécialement réfléchir, à ce moment-là, on avait pris, l'idée qu'on avait, c'était on va distinguer les malades des non-malades. C'est ce qu'on fait toujours. C'est pas qu'on était plus bête ce coup-là, c'est qu'on a fait comme d'habitude. Et puis, heureusement, il y avait ce travail qu'on avait sur les égoutiers, qui fait que tous ces égoutiers positifs, moi, pour comprendre s'ils étaient malades ou s'ils étaient bien malades, j'ai demandé à aller voir en consultation. Il y en a toujours, ceux qui sont positifs, je les vois toujours en consultation depuis 5 ans. Donc ils viennent me voir 1 fois par an. Excuse, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, c'est un de mes égoutiers qui m'a appris que la maladie était transmise par la salive. Parce qu'il avait la salive, il m'a dit, moi j'embrasse mes gosses sur la bouche, qu'est-ce que je leur transmets? Alors, c'est pas vos gosses sur la bouche, je dis non, on fait pas ça. Mais ensuite, sur le coup, je me dis simplement ça. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, c'est une vraie question. D'autant qu'on sait maintenant qu'en réalité, les maladies digestives, en particulier les gastro-entérites en France, sont transmises par la salive, pas par la salive. La salive des vomissements. En réalité, les grandes épidémies, du coup, c'est ça depuis peu de temps. Gastro-entérite, si vous voulez, plus commune, c'est ce que vous appelez la gastro-entérite, que les Américains appellent vomissement saisonnier. C'est moins de la diarrhée que des vomissements et des douleurs digestives qui donnent cette espèce d'épidémie monstrueuse l'hiver. Vous appelez les spontanés, ça fait mal. Parfois il y a de la diarrhée, c'est pas le signe machin. Nausée chez cause des vomissements. Ça, maintenant, on sait que ça se transmet par les vomissements et la salive. Pas la salive. Parce que la transmission par la salive dans les développés est extrêmement extrêmement. Dès qu'on commence à avoir l'hygiène, cette histoire. Et en réalité, parce que c'est très facile à contrôler, les autres, les coups, faites pas attention. Les vomissements, c'est incontrôlable. La salive, c'est incontrôlable. Si vous regardez ce que vous faites, vous mettez moins souvent en fait ce que les mains à la bouche, vous voyez, c'est pas faire ça. Et donc, vous voyez bien que le risque de transmission d'un portée, ça passe quand même beaucoup plus souvent par quelque chose, par le fait que vous ayez mis les mains sur la bouche qu'autre. Donc,
c'est un malade. Après, il faut toujours écouter l'opinion, on n'est pas les seuls à réfléchir, les autres se posent des questions quand ils sont directement concernés. Toujours est-il qu'on a donc une collection de porteurs sains. Et donc on a changé la question, plutôt que de dire malade, pas malade, on a dit attendez, parmi les porteurs, il y en a qui font une maladie de Whipple, et il y en a qui ne font pas de maladie de Whipple. Et donc on a changé le groupe. On a dit on va prendre que des gens qui ont la bactérie de façon chronique, mais il y en a qui sont malades et il y en a qui ne sont pas malades. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Pouf, ça s'est éclairé, mais c'était paradoxal, c'est pour ça qu'on ne comprenait rien. C'est les gens qui ont une maladie de Whipple n'ont pas l'anticorps. On se retrouve dans les pays, parce que ceux qui ont la bactérie qui ne sont pas malades ont les anticorps. Donc on avait cette logique qui était paradoxale. Vous pouvez comprendre, d'ailleurs, après ça fait sens, on dit, ben oui, bien sûr, s'ils ont la maladie, c'est qu'ils ne se défendent pas. Mais en réalité, tout le mécanisme de pensée, il y a un mécanisme de pensée qui était exactement l'inverse de toutes les autres maladies infectieuses. Et donc, c'est le choix du groupe qui était devenu critique, et quand on a su ça, on a tout de suite compris. On a compris, il y a un point, et c'est idiot, parce que une nouvelle étape que je viens à peine de comprendre, qui est inouïe, c'est qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi si elles ne les reconnaissent pas? Et elles ne les reconnaissent pas pour une raison. Pour une raison, c'est que chez les gens qui ont une maladie de Whipple, la bactérie sécrète et à l'intérieur du macrophage un biofilm qui la protège de l'accès, de la reconnaissance des anticorps. Il y a un sucre, des sucres, le plus important, il y a 6 siècles, qui entourent la bactérie. C'est pour ça que quand vous voyez les macrophages que je vous ai montrés, c'est complètement bourré. C'est pour ça que la technique de coloration qui avait été utilisée avant pour les anticorps spéciaux, qui s'appelle la technique de coloration PS, une coloration de sucre. Et donc, dans cette gangue de sucre, la bactérie est protégée du système immunitaire. Et donc, ceux qui ont des macrophages qui permettent la sécrétion de cette gangue de sucre, en réalité, ne deviennent jamais humains contre la bactérie de la maladie. Donc, c'était la raison pour laquelle, en réalité, du coup, on arrive. Vous voyez, donc on a une sérologie qui est entièrement paradoxale. Et ici, vous avez les patients qui ont une maladie de Whipple, vous voyez, ils ont très peu d'anticorps, et c'est juste des anticorps contre les protéines qui sont glycosylées. Dès que vous dites glycosylées, il n'y a plus contre la gangue, tandis que si vous regardez les gens qui sont des porteurs, vous voyez, regardez, ils ont des anticorps contre toutes les protéines. Donc vous pouvez différencier maintenant. Et donc c'est un test qu'on utilise maintenant chez les gens qui sont porteurs réguliers de la bactérie. Faites la sérologie. S'ils ont ce profil-là, c'est qu'ils n'ont pas de maladie de Whipple. S'ils n'ont pas d'anticorps, c'est qu'ils peuvent faire une maladie de Whipple. Donc c'est une sérologie qui est entièrement paradoxale. Alors du coup, on est arrivé à un point, puis donc toujours pareil, moi je continue à voir les malades. Et il y a une malade, des premières malades que j'ai vues, c'est une malade qui avait une maladie de Whipple depuis 10 ans. Moi j'ai commencé à travailler, quand on a eu la bactérie, j'ai commencé à dire, tiens, je vais essayer de comprendre, voyons. Et cette malade, au moment où je l'ai vue, elle venait de rechuter, elle avait été traitée, elle était déjà à son troisième traitement. Moi-même, je l'ai traitée 3 fois ou 4 fois. Et à chaque fois, on traite un an et demi, à chaque fois, rechute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, parce qu'on n'était pas encore à la compréhension de la maladie, enfin moi, la compréhension maintenant, je pensais que c'était une rechute, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tout éradiqué. Donc l'idée, c'était on ne traite pas suffisamment longtemps. Et puis, en réalité, heureusement, maintenant on a cette technique dont je vous ai parlé, de génotypage, qui est très fin et qui nous permet de savoir quelle est la souche. Et donc, en réalité, quand on a repris, on regarde tous les ADN, on a repris tous les ADN de cette patiente qui rechutait sans arrêt. Et bien, on s'est rendu compte que la dernière fois, c'était pas du tout une rechute, c'était une réinfection. Donc, en réalité, la maladie de Whipple, c'est pas une maladie bactérienne, c'est une maladie dont on pense qu'elle est génétique, partiellement liée au groupe général, qui est une maladie qui comporte une immunodéficience spécifique contre Trophée qui est une bactérie banale de l'environnement et banale chez les hommes. Donc le problème, c'est pas Trophée, le problème, c'est le patient qui est sensible à Trophée. Et donc on a shifté notre stratégie thérapeutique et maintenant on donne à ces patients de la toxicité, parce que de toute manière, toute leur vie, ils
sont susceptibles à cette bactérie qui est dans l'environnement. D'autant plus que cette maladie étant transmissible dans l'environnement, si vous regardez dans la famille de cette malade ou des autres malades, eh bien maintenant, la moitié des gens qui sont porteurs de la bactérie. Donc elle va être réinfectée. Maintenant, c'est elle qui a infecté sa famille, et sa famille va la réinfecter. Parce que les autres sont devenus des porteurs sains, porteurs de la bactérie. Et donc elle est fragile spécifiquement de cette bactérie. Ça sera pas ma génération, enfin, la thérapie de la thérapie génique spécifique contre la maladie du col, lui aussi d'éviter qu'elle se réinfecte en famille. Vous voyez comment la maladie a pu changer au fur et à mesure que les données apparaissaient. Donc il y a, maintenant, on pense que, il y a l'exposition, on sait vraiment, on a beaucoup avancé sur la réflexion. On pense que la source, on croit ça maintenant, on a des données multiples pour penser ça. La bactérie est seulement chez l'homme. Elle fait partie du microbiote humain, c'est ce qu'on croit, sur des données qui sont à la fois génétiques et d'isolement. La transmission est interhumaine, elle est interhumaine dans les pays développés, probablement essentiellement par la salive, dans les pays les plus pauvres, par la salive, mais aussi par les fesses, par les selles. Comme on vient de. Florence vient de faire un travail magnifique dans ce village qu'on a en Afrique, qui a montré que la différence d'incidence portage était liée au fait que les concessions, c'est-à-dire les groupements de maisons par famille, avaient ou n'avaient pas de toilettes. Ceux qui n'avaient pas de toilettes ont significativement plus de contamination que ceux qui avaient des toilettes, même des toilettes extrêmement rudimentaires. C'est vraiment la clé du périfécal, de la transmission fécale-orale. Donc on a pu démontrer ça, et nous en France, on a pu démontrer que c'était le fait qu'il y ait un porteur, qu'il y ait quelqu'un qui soit porteur dans la salive, qui influençait les taux de portage de l'ensemble de la famille. Alors donc, on pense ça, en France, majoritairement c'est la salive, dans ce village, majoritairement les fesses. Quand vous êtes infecté, probablement dans un certain nombre de cas, il ne se passe rien. Vous avez vu, on a trouvé qu'il y avait des gastroentérites. On a trouvé aussi qu'il y avait des pneumonies, nous et d'autres équipes américaines, on est content de pas être tout seul. On a trouvé qu'il y avait des bactériémies en Afrique, assez fréquemment associées avec de la Covid. Donc ça, c'est probablement la primo-infection, premier contact que vous avez. Au bout de quelques années, en France, par exemple, il y a 50% de la population des gens qui ont plus de 30 ans ont été en contact avec cette bactérie, ont des anticorps contre cette bactérie. Donc c'est extrêmement malade. La moitié, le tiers d'entre eux, encore, a déjà été en contact avec Trophée dans les pays. Il y a une réponse sérologique, et donc vous n'aurez pas de maladie avec ça. Vous avez peut-être fait une maladie avec ça, peut-être fait une gastroentérite, une pneumopathie avec cette bactérie. Et maintenant, pour la plupart, vous en êtes débarrassé. Il y a peut-être un d'entre vous qui est encore porteur dans les selles de Trophée. Dans un certain nombre de cas, il va se passer une maladie infectieuse, la maladie du bol classique, rarement, probablement due à un déficit génétique, et puis parfois des infections localisées au niveau du cœur, au niveau du cerveau ou au niveau des yeux. Voilà. Donc c'est ce qu'on voyait qu'à partir du protocole JNSP, on a pu reconstituer une histoire incroyable en isolant une bactérie par hasard. Donc en conclusion, maladie du bol, au départ on pensait que c'était une maladie métabolique, ensuite une maladie bactérienne causée par une bactérie rare, et maintenant on pense que c'est une infection causée par une maladie extrêmement fréquente et qu'il s'agit d'une immunodéficience spécifique due à une bactérie commune et pas du tout. Donc le problème c'est l'autre, c'est pas du tout la bactérie. Les archées. Les archées, c'était découvert par Woose quand il a travaillé, vous en parlera sûrement, sur le ribosome. Il a découvert que dans ce que l'on considérait comme étant des bactéries extrémophiles, qui vivaient dans des situations extrêmes, il y avait, en particulier dans les sources très très chaudes, il y avait d'une part des bactéries, mais il y a aussi quelque chose qui était aussi loin des bactéries et des eucaryotes. Des bactéries et des eucaryotes. C'est extrêmement. Et donc il a appelé ça les archées, c'est un mauvais nom. Parce que comme ça vivait dans les sources très chaudes, à l'époque il y avait la théorie que tout avait commencé, le monde avait commencé avec une extrême chaleur, et que donc les êtres vivants les plus anciens devaient être des êtres vivants qui vivaient dans les sources chaudes. C'était un raisonnement déductif. Je ne sais pas s'il faut, enfin maintenant on s'en fiche un peu. En tout cas, c'est une bactérie, ce sont des microbes qui vivent souvent dans des conditions extrêmement vives, et
c'est ce qui produit le plus de méthane à la surface de la Terre. Vous voyez, quand les gens, ça commence à sortir maintenant, quand je commençais à dire ça, ça irritait beaucoup les gens, parce que comme dans le réchauffement de la planète, on était beaucoup dans les voitures, les trucs, ont été les plus grandes sources de gaz à effet de serre, c'est le méthane, et ça, c'est les gaz, des ruminants. C'est les gaz. Si vous voulez, quand vous produisez, vous aussi, quand vous produisez de l'acide dans votre tube digestif, si vous gardiez de l'acide dans votre tube digestif, vous ne pourriez pas digérer, vous aurez l'intestin irrité, vous auriez une diarrhée, et donc il se passe quelque chose. Ce qui se passe quelque chose, c'est qu'il y a des bactéries qui s'appellent des méthanogènes qui prennent vos H2 et qui transforment ça en méthane. Et le méthane, c'est gazeux, et inflammable. Et donc, c'est la raison pour laquelle les ruminants qui ont produit énormément d'acide ont beaucoup de méthanogènes et émettent énormément de gaz. On sait qu'en Australie, l'Australie est une des sources les plus importantes de gaz à effet de serre. Après, il y a très peu de voitures par rapport à la taille du continent. C'est les ruminants qui font ça. Donc, du coup, ça rebondit. Il y a des écologistes maintenant qui font une très grande campagne pour arrêter de manger de la viande parce que la viande, ça produit plus de gaz à effet de serre de manger un steak par jour que d'avoir une carte. Donc, vous voyez que ça joue un rôle très important. Si on arrive à trouver quelque chose d'autre que les archées pour transformer les ions H+ en quelque chose de gazeux qui est pas très réacteur, on va une révolution. En fait, toujours est-il que ces archées, et ça c'est très dangereux, ayant été classés, une bonne fois pour tous, dans des microbes qui vivent dans des situations extrêmes, beaucoup de gens travaillent sur les archées, travaillent sur ce chose, on ne s'est pas du tout intéressé à sa présence chez les humains. On n'a jamais cherché. Or, les outils technologiques que l'on a, en particulier les outils basés sur l'ARN ribosomique qu'on utilise pour les bactéries, ne marchent pas pour les archées. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas les outils, vous ne regardez pas, vous cherchez pas en réalité. Alors il y avait quelques travaux qui avaient été faits justement sur ça, sur la présence de méthane dans la respiration. On peut mesurer, si vous produisez beaucoup de méthane, il y a un méthane circule aussi dans le corps, vous pouvez mesurer le méthane et c'est un reflet indirect de la population des archées que vous avez dans le tube digestif. Et il y a des gens qui essaient de faire un lien entre ça, méthane, cancer du côlon, etc. Donc se poser cette question-là, c'est des travaux très anciens, il y a eu quelques cultures qui avaient été faites, très rares, et la conclusion, c'était qu'il y avait 5 à 10% des gens qui avaient des archées dans le tube digestif. Puis les choses ont changé. D'abord, on pensait que c'était un faux parce que, a priori, tous les humains sont gazogènes, donc on doit bien avoir des méthanogènes, la plupart, quelques bactéries, la plupart des méthanogènes sont des archées. D'une part, et d'autre part, avec les stratégies métagénomiques, c'est-à-dire quand on séquence tout dans les selles, eh bien, les gens se rendent compte que 10% des gènes venaient en réalité d'archées. C'est-à-dire qu'en réalité, la moyenne, 10% des microbes que vous avez étudiés sont des archées. Et donc, c'est important de regarder ce que sont ces archées. Donc, on va commencer à mettre en place des outils avec Michel Rancourt pour pouvoir trouver de nouvelles archées. Il n'y avait que 3 archées connues chez l'homme, et celle-là, ça a été la 4e qui a été utilisée par Michel Rancourt. Puis il y en a d'autres qu'on connaît seulement par biologie moléculaire, mais là aussi, on a lancé un programme d'isolement. Et vous voyez cette 4e espèce isolée chez l'homme, c'est aussi celle qui a le plus grand génome des archées de l'homme, parce qu'elle a un génome de 2,6 mégabytes. Ensuite, un autre élément sur lequel on va travailler entièrement par hasard aussi, c'est une chose très amusante. Je travaillais avec un collègue du Zimbabwe qui était intéressé on travaille sur une bactérie. Parce que vous disiez, c'est exactement les choses que tu aimes. Moi, j'aime bien les choses qui dépassent. Je pense qu'il y a beaucoup à trouver quand on regarde des choses qui dépassent de l'ordinaire, qui ne sont pas prévues par les courbes de Gauss traditionnelles. C'est là qu'il y a quelque chose à trouver. Et donc, les gens qui travaillent avec moi savent ça depuis longtemps. Et donc, lui m'a dit, écoute, ça fait exactement un truc pour toi, c'est une bactérie géante. C'est très intéressant, il dit c'est une bactérie qui est géante. Alors on sait qu'il y a des bactéries dans les mers qui font 1 millimètre, donc qui sont visibles. Donc il dit c'est des bactéries qui sont à la limite de la visibilité, 0,5 mm, c'est vraiment intéressant, très bien. Et c'est une bactérie en plus qui était un grand problème pour l'agriculture au Zimbabwe. C'est une bactérie qui donne une maladie chez les autres.
Et chez les autruches, quand les autruches estrales, elles ont une espèce de tapis qui tapisse le restaurant, c'est comme les oies, qui est bourré de cette bactérie et qui du coup les empêche de manger en bouchant le restaurant. Donc c'est un vrai problème d'essayer de comprendre cette bactérie, comment on m'envoie cette bactérie. Moi, je n'ai jamais réussi à trouver cette bactérie, mais on a fait un modèle expérimental, puisqu'on n'avait pas d'autruche, on a pris des poussins. Et alors, la première fois qu'on a fait ça, c'était extrêmement possible, parce qu'on s'est retrouvé à la fin avec des poussins des corps géants. Comme ça, on a mis des bords. Donc, je ne sais pas quoi faire, on a pas comme ça. Pendant au moins 5 ans, 6 ans, on n'a pas du tout travaillé sur le domaine, dans ce truc, complètement, c'est ce truc. Et puis j'ai eu un étudiant en postdoc qui était chez moi, qui aimait bien faire des manipulations de l'animaux comme ça, et puis qui avait un 6 mois de délai entre le moment où il allait avoir sa prochaine position aux États-Unis. Donc je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour penser sur un truc un peu farfelu dans lequel c'est possible que tu n'aies pas de résultat du tout, parce que et comme il risquait rien, parce qu'il avait sa position, qu'il avait fait ses papiers chez nous, il dit, je suis d'accord, il a fait ça. Et donc, à la fin, on a pris, à comparer notre lactobacillus, on a pris comme groupe contrôle, heureusement, on a pris 2 groupes contrôle. On a pris comme groupe contrôle de l'eau, et on a pris comme groupe contrôle un autre lactobacillus, qui s'appelle lactobacillus fermentum. Et alors, on a été sidérés de voir que non seulement le nôtre était grossir, mais le lactobacillus fermentum fait aussi beaucoup grossir par rapport à considérable, y compris en termes de transformation calorique, c'est-à-dire que les poulets étaient plus gros en dépit du fait qu'ils avaient la même ration calorique. Donc c'est vraiment de la transformation, ce qui s'était passé. Posé là, et donc la question qui s'est posée tout de suite, c'est pareil. Quand on voit ça chez les oiseaux, quand par ailleurs commençait à sortir des données sur la spécificité du microbiote intestinal chez les obèses versus les obèses, on pourrait nous de dire est-ce que les modifications de la flore digestive ne sont pas en rapport avec l'obésité. D'autant que, si vous voulez, c'est un paradoxe extrêmement intéressant. C'est un paradoxe extrêmement intéressant, c'est que dans l'industrie agroalimentaire, depuis 5-7 ans, on fait grossir tous les animaux, les porcs, les veaux, les poules, en leur donnant soit des antibiotiques, ce qu'on fait plus en Europe depuis maintenant 2002, c'est interdit, parce que ça favorise l'émergence de bactéries résistantes, soit avec des probiotiques. On leur donne des lactobacilles pour faire c'est un marché de plusieurs millions de tonnes. Alors tous les lactobacilles, moi je faites attention, ça s'appelle les probiotiques, ça s'appelle des gros promoteurs. Dans le monde de l'agroalimentaire, les porcs, alors des grosses promoteurs, si vous faites n'importe quel élevage de porc, vous verrez qu'ils rajoutent des suppléments qui sont des lactobacillus et des phyllothèmes. Ça amène à réfléchir. Ce n'est pas quelques expériences de laboratoire, c'est toute l'industrie agroalimentaire de toutes les fermes d'Europe utilisent ça, c'est facile à voir. Donc ça a mis beaucoup ça a excité beaucoup les gens, en particulier, ça pose des questions qui sont pas inintéressantes, qui sont des questions sur les conflits d'intérêts. Parce que la plupart des gens qui travaillent sur les probiotiques sont des gens qui ont des contrats permanents avec l'industrie de l'agroalimentaire, avec Danone, avec Nestlé, donc ça pose vraiment des questions de la liberté. On n'aurait pas le droit d'émettre des opinions aussi simples sans notifier qu'on a des conflits d'intérêts si on travaille dans l'industrie pharmaceutique. Quelqu'un qui travaille avec l'industrie pharmaceutique, quand il parle d'antibiotiques, il doit dire écoutez, j'ai fait un contrat avec Glaxo, ou j'ai été consultant chez Glaxo, vous ne pouvez pas parler d'antibiotiques qui inclut un médicament avec lequel vous avez un contrat sans le dire, mais en revanche, ce n'est pas du tout le cas pour les gens qui travaillent sur les probiotiques, dans lequel il y a des conflits d'intérêts qui ne sont jamais notifiés, et c'est vraiment un problème. On a beaucoup travaillé sur ce domaine-là, et c'est vraiment en parallèle. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé simplement récemment. C'est encore une fois, je trouve ça idiot de ne pas l'avoir réalisé avant. Enfin, c'est comme ça. On est seul à travailler sur longtemps. Je pense que les gens commencent à s'intéresser. Les seuls à travailler sur le rôle des probiotiques comme facteur d'obésité. On a accumulé toute une série de données. On voit bien maintenant qu'en réalité, il y a des souches associées à l'obésité et des souches qui ne le sont pas. Il y a peut-être même des souches associées à une protection vis-à-vis de l'obésité. Mais on se posait la question de savoir pourquoi on dit toujours les probiotiques et les antibiotiques, les probiotiques et les antibiotiques. Mais
il y a une équipe, quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés aussi avec les jaunes, qui a fini par faire ça, qui s'appelle Martin Blaser, qui lui travaille sur le rôle des antibiotiques. Aux doses auxquelles on les donne, vous voyez, chez les animaux, chez nous on ne donne plus de l'uranium, c'est comme ça qu'on fait grossir les animaux. En Europe aussi en réalité, parce qu'on n'a pas le droit de le donner en prophylaxie. On n'a pas le droit de le donner comme facteur de croissance, mais continuer à donner en prophylaxie. C'est-à-dire s'il y a une bestiole qui a une diarrhée, ils disent hop, il file à tout le troupeau, donc il détourne un peu la loi pour continuer à donner des antibiotiques. Mais lui s'intéressait à ça, donc il a fait exactement la même chose que nous. On parlait d'un modèle expérimental chez la souris, qu'est-ce qui se passe si on donne de l'ampicilline, si on donne de la vancomycine. La vancomycine, c'est ce qu'on a utilisé en Europe pour faire les dindes géantes, c'est l'ordre de dindes, c'est des dindes qui sont nourries en vancomycine, ça les rend et donc, il a regardé ça. Nous, on avait regardé ça chez les adultes. On a vu que la vancomycine, on donnait 6 semaines de vancomycine, on avait une prise de poids extrêmement significative chez les gens qui venaient en défouiller. Lui a regardé ça, et puis il a fait une enquête chez les enfants. Chez les enfants qui, avant 1 an, ont eu des antibiotiques, sont plus gros à 3 ans que ceux qui n'ont pas pris. Et il y a une autre étude qui a été faite, très intéressante, qui a montré que si on avait une infection respiratoire dans l'enfant, pour un petit enfant, pour les 2 ans, eh bien on était plus gros à 3 ans ou à 4 ans, et là la raison c'est parce qu'on a pris des antibiotiques dans l'infection respiratoire. Donc il y a vraiment, il y a 2 trucs confluents, la manipulation du microbiote par les antibiotiques, par les probiotiques, dans un certain nombre de cas, est associé à une prise de poids. Alors quel est le lien entre les deux? Il y a certains des éléments de lien entre les deux. On a testé les différents produits, et vous voyez, c'était dans la littérature. On refait le truc, et vous voyez que si vous déposez directement le truc, en réalité, ça a un effet antibiotique, qui est bien connu avec les bactéricides. Donc l'activité, il n'y a pas de différence. La base de l'activité des probiotiques et des antibiotiques, c'est la même, c'est la sélection antibiotique, soit naturelle, soit artificielle. Mais c'est la destruction d'une autre partie de la population par les antibiotiques. C'est ça qui est probablement le lien commun entre les probiotiques et les antibiotiques. Donc les probiotiques sont des antibiotiques. Et donc, on vient d'ailleurs d'avoir un papier qui vient d'être accepté pour répondre à ce papier, et où il y a eu un très beau travail qui a été fait par PRS, qui montrait que les lactobacillus, comme ils ont fait une étude extrêmement complexe, avec tous les facteurs de régulation, etc., sur la présence des lactobacillus avec l'ISAR et l'ocytogenèse, toujours dans l'idée que les lactobacillus protègent contre les choses, etc. Et en réalité, sur les mêmes souches, si vous regardez, les souches qu'ils ont testées, en réalité, sont des souches qui sécrètent des antibiotiques qui ont une activité directe sur l'Listeria monocytogenes. Il n'y a pas besoin de faire un modèle expérimental du point de vue pour voir ça. Vous regardez directement l'activité sur l'Listeria monocytogenes de ces souches, et vous voyez que c'est des antibiotiques que vous donnez, donc bien sûr, ça vous dit l'Listeria monocytogenes. Après, les mécanismes secondaires, leur lien, on ne sait pas ce que c'est. Ça, je voulais vous montrer ça. Puis une chose, c'est une analyse actuelle très amusante, très intéressante. Il y a un outil actuellement qui s'appelle le facteur des Hertz, qui permet de voir ce que je vous dis, c'est-à-dire le biais, un truc très intéressant, le biais de publication qui est lié au conflit d'affaires. Si vous êtes payé par l'industrie pharmaceutique, il y a moins d'effets secondaires rapportés que si vous n'êtes pas payé par l'industrie pharmaceutique. Ça commence à sortir dans différents niveaux, en particulier dans le droit alimentaire, pour l'industrie pharmaceutique, on sait ça depuis une quinzaine d'années. Et donc maintenant, il y a des mécanismes qui sont mis en place. L'industrie pharmaceutique doit, si elle ne le fait pas, elle est poursuivie. Il suffit de parfois très cher. Il y a des procès actuellement de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sanctionnent ces effets, d'avoir dissimulé des effets cachés. Avant, moi, quand j'étais jeune, c'est une erreur que je n'ai pas compris dans l'industrie, avec l'industrie pharmaceutique pendant de ma vie, vous signez un contrat dans lequel, dans le contrat, vous avez signé que vous n'aviez pas le droit de diffuser vos résultats avant de leur avoir demandé leur avis. Par définition, c'est-à-dire que c'est des résultats négatifs, vous n'aviez pas le droit, contractuellement, de leur avis. Ça, bien entendu, scientifiquement, c'est pas acceptable. Et heureusement, les hommes sont malins, et donc a été inventé un facteur qui est un facteur dit Deguet, qui représente, vous voyez, là, c'est toutes les publications qui ont été faites. Alors, ça, c'est nous, c'est avec Mathieu Mignon qu'on a fait ça. On a fait une méta-analyse, vous voyez, donc on a pris toutes les publications. Et donc, si des publications sur un domaine, s'il n'y a pas de biais important, les publications doivent se répartir comme ça. Vous voyez, ça c'est le milieu, la médiane des publications, elles doivent se répartir de cette manière-là, comme un chapeau.
Ça, c'est des publications quand il n'y a pas de publication biaisée. Quand c'est biaisé comme là, vous voyez, il manque des points noirs. On voit que la distribution n'est pas normale. Il y a un trou noir, là, vous voyez. Et donc, s'il y a un trou noir, il doit y avoir une explication. Et on a pu montrer avec Mathieu, c'est très intéressant, ça c'est pour les probiotiques et les facteurs de croissance. Dans les deux cas, c'était des lactobacillus. Mais dans un cas, c'était les industriels qui vendaient les lactobacillus comme facteurs de croissance. Et là, ce qui manque, c'est quand il n'y a pas de croissance. Tandis que pour les autres, ils vendaient des facteurs des probiotiques pour lutter contre la diarrhée. Et donc, ce qui manque, c'est quand ça ne marche pas pour prévenir la diarrhée. Donc, le trou est toujours du côté de l'investisseur. Toujours. Donc, vous savez qu'il y a un biais de publication et que donc les gens ne publient pas tout ce qu'ils font. Ils publient que ce qui est en faveur de l'hypothèse qui est générée par le scientifique. Alors, ça a été fait de manière tout à fait extraordinaire sur les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est poison. C'est un poison mortel. C'est un prix épouvantable parce que le sucre s'est absorbé à 100%, donc c'est le plus gros facteur d'obésité. Peut-être que la lactobacillus joue un rôle. Les boissons sucrées, c'est pire de tout. Donc il y a quelqu'un qui a regardé les publications qui avaient été faites sur les boissons sucrées, en particulier les boissons sucrées versus les boissons alcoolisées. Il n'y a aucun effet délétère rapporté sur les boissons sucrées quand c'est sponsorisé par les industriels des boissons sucrées. Et si ce sont des études qui ne sont pas sponsorisées, eh bien, il y a la moitié des études dans lesquelles il n'y a aucun effet bénéfique, et y compris comparé à des boissons dans lesquelles le sucre a été remplacé par des édulcorants. Donc si, en réalité, vous avez des études neutres, vous vous rendez compte que ce qui a été rapporté à la littérature n'est pas vrai. Ce qui a été rapporté à la littérature, c'est le témoin de celui qui a eu l'hypothèse et qui l'a fixe. Et bien entendu, ça amène à avoir une réflexion plus générale. Et dans l'agroalimentaire, ils ne sont pas habitués à ça. L'agroalimentaire, ils n'ont pas une approche scientifique du tout, ils ont 3 éléments, ils font la publicité avec. Et donc c'est un vrai problème. Avant, c'était un problème de santé publique, maintenant c'est un vrai problème parce qu'ils ont des prétentions, vous savez bien, tout le monde a peur de sa santé maintenant, et donc ils ont des prétentions à aider à la santé, mais qu'on ne peut pas accepter tel que, parce que vous savez pas, vous savez bien quand même que tous les types font la publicité pour l'eau, c'est vrai qu'il y a une eau qui est les autres, c'est des véhicules, c'est idiot, et les montrer que c'est bon, c'est idiot. C'est pour vendre de l'eau, ils arrivent à vendre de l'eau quand même plus cher que le vin, le lait ou les boissons fruitières. Voilà, c'est un succès publicitaire absolument hallucinant. Vendre de l'eau, c'est un truc incroyable. C'est vraiment, c'est nous, jamais personne n'a montré que c'était meilleur de boire de l'eau que de boire de l'eau de robinet, c'est pas vrai. C'est la publicité. Donc, faire attention aux prétentions, si vous voulez, médicales, aux choses qui ne sont que de la publicité. Alors, les autres manières de pêcher, c'est d'utiliser des outils nouveaux ou des outils qui sont négligés. Alors, on a fait une course à l'armement considérable, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu une technologie, une nouvelle exploration, on a toujours été parmi les premiers au monde à s'équiper pour pouvoir tester les nouveaux routes. Donc, ça a été vrai pour ces conseils. On a eu le premier laboratoire de microbiologie hospitalière à avoir un séquenceur automatique en monde en 92. Personne n'a fait ça pour séquencer systématiquement les gènes qui permettaient d'identifier les bactéries. On était le premier laboratoire au monde à utiliser des méthodes en routine de diagnostic microbiologie. Et puis vous verrez, notre vraie spécialité de fond, c'est de développer les technologies de culture. Donc les nouveaux outils, le premier papier date de 90-91, c'est pour ça qu'on s'est donné sur la séquence automatique, c'était l'utilisation d'un gène bactérien universel qui a d'une part des zones communes et d'autre part des zones variables. Et donc si vous mettez des amorces pour faire de la PCR sur les zones communes, vous amplifiez la zone variable, vous envoyez ça dans le champ, et on vous répond, soit on vous répond, voilà, c'est une bactérie connue, c'est ça, soit on vous répond, écoutez, c'est une bactérie qui est inconnue, en particulier, on a mis le cutoff, mais s'il y a plus de 1,3% de différence par rapport à toutes les bactéries déjà connues, c'est que c'est une nouvelle espèce. Donc ça a été un outil extraordinaire pour décrire des nouveaux microbes. On a beaucoup utilisé ça avec Michel Rancourt. Nous
nous a permis de décrire avec toutes ces bestioles. Mais on n'est pas les seuls, malheureusement. On n'est pas les seuls c'est une course terrible. Si vous regardez, pour vous donner un exemple, vous voyez, en 1980, les bactéries reconnues, mais il faut vous réaliser qu'en biologie, on a un retard colossal par rapport à ce qu'on voit, ce que l'homme voit depuis le début de l'humanité, ses yeux. Parce que nous, les outils qu'on a de voir, c'est le microscope, les capacités des bactéries, si vous voulez, avoir des phénotypes différents, ils n'ont pas des couleurs de plumes différentes. Donc, on a un retard de 3 millions de cafards, de scarabées, d'espèces qui sont décrites. Et nous, vous voyez, en 1980, on avait 100 1800 bactéries connues. C'est parce que nos capacités de discrimination et d'analyse étaient infiniment plus faibles. Donc, c'est très peu, 1800. Ça fait, quand je vous disais tout à l'heure, on connaît plus de 3000 espèces d'amibes. Et toutes les bactéries, ça constitue beaucoup plus, vous verrez, de bactéries diverses à la surface de la Terre que de cariotes. Donc on a un énorme retard, et donc on commence à compenser ce retard, et vous voyez, là c'est un papier qui date de 2007, vous voyez que de 80 à 2005, 2006, quand ce travail a été fini, il y avait déjà une augmentation de 450%. Et ça, essentiellement basé sur les techniques moléculaires. Et maintenant, on est bien au-delà. Maintenant, on en décrit plus de 500 par an. C'est-à-dire que tous les ans, on décrit un tiers de tout ce qu'on connaissait en bactériologie en 1980. Donc ça va à une vitesse phénoménale. Une vitesse absolument extraordinaire. C'est pareil si maintenant vous faites du séquençage direct de prélèvement chez les humains. On a fait plusieurs travaux, mais celui-là est vraiment été frappant. On a fait ici avec les gens à la Timone. Vous voyez, on a pris 20 abcès cérébraux. On a fait du séquençage de tous les microbes qu'on trouvait à l'intérieur de ça, sans les cultiver. Et en un seul travail, sur 20 abcès, on a doublé le nombre de bactéries connues dans les abcès cérébraux par rapport à tout ce qui avait été étudié avant. C'est-à-dire en un seul travail, sur 20 abcès cérébraux, en changeant de technique, on a doublé la connaissance sur les bactéries des abcès cérébraux. Et Pierre-Edouard a dirigé ce travail suivant, celui-là, sur 32 nouveaux abcès cérébraux, et il a encore doublé le nombre que l'on avait par rapport à ça. C'est-à-dire que simplement ce nouvel outil a permis de multiplier par 4 en très peu de temps, vous voyez, en 3 ans, on a multiplié par 4 le nombre de microbes qu'on connaissait juste dans les abcès cérébraux. Donc tout à fait. Vous voyez, la puissance des outils dans la découverte, c'est quelque chose qui est extraordinairement important. Et donc, il n'y avait pas d'hypothèse derrière, sauf qu'il y avait probablement des microbes qu'on n'avait pas vus jusque-là, donc c'est une hypothèse très simple. Vous voyez, donc si vous déposez un projet de recherche comme celui-là, vous comprenez que personne ne va vous financer, sauf en disant, écoutez, laissez le péché, laissez le péché. Vous voyez, vous dites, voilà, je vais essayer, je vais prendre des abcès, je vais essayer de voir ce qu'il y a comme microbe dedans, parce que personne n'a fait. Bien sûr que le rapporteur, il dit, oh là, mais c'est pas fou, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous trouve que, qu'est-ce que. Vous voyez, sauf à dire, mais vous n'avez pas vu, une fois d'avant, quand c'est bien péché, il y a bien péché. Donc laissez le péché. Vous voyez. Donc c'est extrêmement compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles ce type de recherche est très antagoniste des recherches qui sont évaluées sur projet. Parce que nous, notre projet, c'est de découvrir les choses en utilisant, en regardant dans les endroits où les gens regardent. C'est pareil sur le poumon, et là, vous voyez, c'est un travail qui a été fait avec Bernard Scola. Vous voyez, on a utilisé, pour la première fois, on a utilisé des contrôles. Les gens, pour les infections respiratoires, on dit souvent, on prend alors, les respiratoires stériles, il n'y a pas de truc. Nous, on a regardé. Personne ne regarde parce que c'est difficile d'aller faire des prélèvements chez quelqu'un qui n'a rien. Mais en revanche, on fait travailler avec les réanimateurs, fait qu'au moment où ils intubent des gens qui n'ont pas, dans un certain nombre de gens, polytraumatisés, ils intubent alors qu'ils n'ont pas d'infection respiratoire. Donc enfin, on avait des contrôles. Je vous ai dit, la clé, c'est les contrôles pour comprendre. Et les contrôles sont là. Donc vous voyez, les contrôles, ils ont pas mal de microbes. Ils ont des microbes qui sont au contrôle, qu'on trouve que chez les contrôles, et puis d'autres qu'on trouve en commun, peut-être vont jouer un rôle ensuite dans les pneumopathies qu'on va voir. Et donc vous voyez, vous avez des populations microbiennes différentes selon que vous êtes un contrôle, selon que vous avez une pneumopathie acquise en communauté, que vous avez une pneumopathie acquise à l'hôpital, vous avez une communauté acquise à l'hôpital quand vous avez une ventilation artificielle, quand vous avez une pneumopathie d'aspiration. Vous voyez, il y a des microbes en commun et des microbes spécifiques. Donc bien entendu, ça complexifie les choses terriblement. Avant, on faisait le diagnostic de 30% des pneumonies, maintenant on a trop de germes. 2, 3, 4, 5 germes, on ne sait pas ceux qui jouent un rôle ou ceux qui n'en jouent pas. Et donc, on va avoir besoin de nouveaux modèles pour comprendre ce qui est en train de se passer avec ces nouveaux outils. Et puis, si vous regardez en plus dans le monde,
Bien entendu, tous les microbes qu'on a dépendent de notre écosystème. Les microbes, ils naissent pas spontanément. Donc ceux que l'on a dépendent de l'endroit où on vit. On n'a pas les mêmes microbes ici que ce qu'on a en Afrique rurale, que ce qu'on a dans les Andes. Il y a une partie qui est commune, mais une partie qui est spécifique. Et donc quand on fait des études dans des différents endroits, ça c'est aux États-Unis par exemple, vous voyez que le degré de recouvrement entre notre étude et celle des États-Unis, faite avec exactement les mêmes outils, n'est pas la même. Donc on est en train de rentrer dans un degré de complexité bien plus grand. Ensuite, à côté de la séquence, nouveau champ a été découvert qui s'appelle la métagénomique. Alors là, on séquence tout ce qu'on trouve, on ne réfléchit plus, on séquence tout ce qu'on trouve et on regarde. Les gens qui regardent ça avec les fesses, dans l'eau, c'est un travail de Forest Power. Et qu'est-ce qu'on voit là? Vous voyez, ça c'est les eucaryotes, en bleu foncé. Vous voyez que ça représente une toute petite partie. Les eucaryotes visibles, ça représente un dixième de ça. La partie que vous connaissez, vous, du monde, elle représente un millionième de la variabilité génétique. Très très. La plupart du monde vivant nous échappe complètement. Alors ça, le bleu foncé, le bleu clair et le rose, c'est ce que l'on voit au microscope. Donc c'est les eucaryotes, les bactéries et les archées. Vous voyez qu'il y a déjà autant d'archées que d'eucaryotes. Imaginez pas. Vous savez qui c'est qui connaissait les archées? 1, 2, 3. Ça représente autant que tous les eucaryotes. Ensuite, il y a les virus connus. Alors ceux-là, déjà, eux seuls, sont autant que tout ce qui est microscopique. Probablement beaucoup plus quand vous regardez dans les salles, il y a 100 fois plus de virus que de protéines. Et puis tout ça, c'est l'inconnu. Ça, on ne sait pas les quoi le match. Et ça, c'est l'ADN. C'est comme quand on passera à l'ARN, ce sera bien pire. La proportion, ce sera combien l'ARN? Ça sera un dixième ou un centième. Donc la part de ce qui nous est inconnu est considérable, donc ça doit nous donner le goût d'aller pêcher pour voir ce que c'est que ça. Et ces études de métagénomique ont amené à quelque chose qui était cohérent avec ce que nous on faisait sur les lactobacillus. Vous voyez, ça c'est le travail de Gordon, qui a plus travaillé sur l'obésité associée aux microbes. Le premier travail qu'il a fait, le premier travail en réalité sur l'obésité des microbes, qui est vraiment été clair, qui date de 2006, il a montré que ça c'est les obèses. Globalement, lui, il trouvait deux grandes populations microbiennes dans l'antique digestif. Les fiaminites, qui sont pratiquement à gram positif, et les bactéroïdes, qui sont des bactéries à gram négatif anaérobes. Et donc, il trouve que chez quelqu'un qui est mince, la proportion des rouges, là, vous voyez, ça fait un tiers ou un quart de la population microbienne. Chez les obèses, ça fait très peu. Alors, très bien, mais alors, les obèses ont une flore microbienne différente. Nous, on trouve ça aussi. Il y a une autre équipe, celle de la riche, qui ne trouve pas ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement des biais météorologiques. En tout cas, nous, on trouve comme Gordon. Il y a moins de bactéries chez les obèses que chez les non-obèses. Alors, est-ce que c'est la cause ou la conséquence de l'obésité? Est-ce que c'est parce que les gens sont obèses, qui mangent différemment? Est-ce que la population microbienne traduit ça? Ou est-ce que la population microbienne joue un rôle dans l'obésité? Quel est le lien de causalité? Qu'est-ce qui détermine quoi? Alors, sur ce premier travail, on montre, vous voyez, si vous mettez, si l'obèse se met au régime, alors vous pouvez choisir, sauf celle d'entre vous qui voulez, c'est le même résultat que vous preniez du low fat, du low carb, qui est en fait le régime pauvre en calories ou le régime pauvre en sucre. Le régime pauvre en sucre, ça se décline d'année en année, et comment il s'appelait hein? Même du corps, c'est le dernier, mais il y en avait un en Montiel. Enfin, tous les 5 dizaines qui relancent le régime low carb, c'est sans carbohydrates. Donc en réalité, c'est connu depuis 30 ans, mais on sait que ces deux régimes vont régler. Le low carb étant des succès à long terme un peu plus importants que le low carb. C'est plus facile de changer de mode d'alimentation que de se restreindre en permanence. En tout cas, la combinance est meilleure à atteindre. Mais enfin, peu importe celui que vous faites, si vous le faites pendant un an, vous récupérez, les 52 semaines, vous récupérez la population microbienne. Et donc, on a tendance à dire, mais donc c'est le changement de régime, c'est le régime qui influe sur la population microbienne, qui est certainement vrai en partie, bien entendu, en fonction de ce qu'il y a à manger, vous avez des microbes qui se développent plus que d'autres. Mais pas seulement, parce que, à l'inverse, si vous prenez la population microbienne d'un obèse et que vous transplantez ça dans une souris qui n'a pas de microbes, cette souris
prend une tendance à l'obésité, parce que si vous lui transférez cette population-là, elle ne prend pas cette tendance à l'obésité. Donc il y a les deux éléments qui jouent. La population microbienne, bien entendu, est influencée par le régime, c'est ce que vous lui donnez à manger, mais d'autre part, la population microbienne influence elle-même la capacité de digestion des nutriments. Alors, le travail de Gordon est un truc qui est très intéressant, parce que le travail de Gordon permet de faire cet éditorial pour dire, attendez, technologie driven, ce que je vous explique, tout ça c'est de la technologie driven. Ça a apporté infiniment plus que tout ce qui était des hypothèses des 10 ou 20 ans, on se rend compte qu'elles étaient pas pour la plupart d'entre elles. Pour l'immense majorité d'entre elles. Et en particulier, c'est très intéressant parce que dans le travail de Gordon avait commencé par avoir un modèle expérimental dans lequel il montrait que la clé de la digestion, c'était les bactériodétèses. Et que donc, il en avait déduit que si on avait plus de bactériodétèses, qui permettaient de digérer les sucres complexes, les sucres longs. Vous savez, notre capacité enzymatique à nous de digestion des sucres, c'est à peu près 10% des sucres. Donc on prend les sucres courts, les boissons sucrées, c'est absorbé immédiatement. Et comme vous mangez des légumes, en réalité, on ne sait pas digérer les légumes. Donc c'est notre population microbienne qui digère les légumes, en particulier les bactériodétèses. D'accord. Et donc, si vous avez les bactériodétèses, vous avez un modèle expérimental dans lequel vous prenez des sucres longs. Si vous avez les bactériodétèses, vous n'arrivez pas à les digérer. Si vous n'avez pas les bactériodétèses, vous n'arrivez pas à les digérer. Donc lui avait fait cette spéculation que les bactériodétèses, à partir de modèles in vitro, que les bactériodétèses jouaient un lien dans la conversion calorique, c'est la transformation des nutriments en calories, donc il était probablement associé à une prise de poids. Et c'est lui-même, quand il a basculé de quelque chose qui était hypothèse driven à quelque chose qui était purement technologie driven, l'héritage clinique, qui a montré l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est les obèses qui n'ont pas la bactériodétèse. Ce qui était l'inverse de la théorie qu'il avait plus et qu'il avait démontré avec des modèles expérimentaux. Donc, c'est très intéressant. On ne sait pas cette chose, on ne peut pas reconstituer le tube digestif en prenant, il avait pris 3 bactéries différentes, un métaphorobactère, un entérocoque et un bactériodétèse. Vous ne pouvez pas reconstituer la complexité du microbiote digestif humain en prenant une souris et 3 bactéries. C'est pas vrai. Il faut faire attention, donc le réductionnisme expérimental sous-estime l'ignorance profondément. Quand on regarde les communautés virales, vous voyez par exemple une chose extraordinaire, c'est un travail de Forrest Power avec une équipe de Singapour. Ce qu'ils ont trouvé en analysant les selles humaines, les 10 virus les plus fréquents sont que les virus de plantes. Le plus commun de tous, dans la population qui est observée, c'est le virus du piment. Et donc, ça veut dire au moins une chose, c'est que nous sommes les vecteurs des virus de plantes depuis très longtemps. Et on comprend bien, parce que jusqu'à un passé récent, les excréments servaient d'engrais. Donc il y avait un cycle très compréhensible dans les légumes entre les virus que les virus avaient trouvés, nous étions les vecteurs des virus de plantes. Nous, on s'est posé la question de deux choses, la source d'une part, et d'autre part, la conséquence. Alors la source, on la regarde. C'est pas très populaire dans l'industrie alimentaire. Donc si vous prenez le tabasco, vous mettez une goutte de tabasco au microscope électronique, ce qu'on a fait, ça à Timon, et bien vous trouvez ce virus qui est typique des virus de et là, vous voyez, on a pu le cultiver, on a commencé à travailler avec les gens de Moulin, on a commencé à faire le botanique pour pouvoir cultiver les virus de plantes. On a implanté ça avec Philippe Colson à la faculté de pharmacie, on a des plantes de tabac, on cultive les virus de plantes. Et donc ça, vous pouvez cultiver ça à partir des selles mêmes, vous pouvez cultiver ça à partir du tabasco. Vous voyez, ce tabasco, c'est bourré à un point incroyable de virus. Vous voyez, 10 puissance 9 virus par millilitre, c'est incroyable. C'est extrêmement. Alors, on ne sait pas si ça fait quelque chose chez les humains, donc on a regardé avec Philippe Colson, on a testé des selles que l'on avait, on a fait une analyse statistique, c'est un travail préliminaire, donc par contre, on a trouvé qu'il y avait de la fièvre, des douleurs abdominales et des démangeaisons qui étaient plus fréquentes chez ceux qui avaient le virus que chez ceux qui n'avaient pas. Comme c'était évident, peut-être que les douleurs abdominales c'était quelque chose qui est très irritant. Hein, donc, et puis le produit, j'en sais rien, c'était de l'allergie à cette plante, pas la fièvre, parce que on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a aussi des anticorps. Donc il se passe quelque chose, et puis on a repris avec Philippe Colson, et l'étudiant qu'on a chez nous, Fanny Bali, on a regardé
ce virus de la mosaïque du tabac, on trouvait aussi chez les gens qui avaient ça, il y avait le virus du pigment, on trouvait aussi le virus de la mosaïque du tabac, ça c'est les fumeurs, et on trouvait aussi des virus qu'on trouve dans le vin. Donc vous voyez, c'est les différentes sources, donc les légumes, le tabac. Et alors on a regardé le tabac, on a regardé toutes les cigarettes sont bourrées de ces virus. Ces virus survivent aussi au passage, sont vivants. Donc quand vous fumez, il a testé la salive d'étudiants comme vous voyez fumer dehors, frappez, vous pas beaucoup de salive pour voir si j'ai le virus de la mosaïque du tabac. La réponse est oui, quand vous fumez, vous avez le virus de la mosaïque du tabac, vous absorbez. Donc ça passe même avec la respiration. Donc on ne sait pas du tout, est-ce que ça joue un rôle, est-ce que ça fait quelque chose, ça, aux humains, non sait. Mon hypothèse, je dois avoir une hypothèse, c'est que oui, on est en train d'avoir un modèle de plus. Pourquoi? Parce que c'est des virus ARN, et que sont extraordinairement, les virus de la mosaïque du tabac, c'est un virus extrêmement robuste, très très difficile de casser. Et donc l'ARN est préservé, c'est la raison pour laquelle c'est des virus. Et donc si l'ARN est libéré, vous savez, vous êtes en train de vivre une explosion scientifique sur la pathologie, sur la maladie, c'est que, bien entendu, la plupart des choses qui changent les maladies chroniques, y compris le cancer, c'est le changement de profil transcriptionnel. Et on sait que c'est extrêmement facile d'absorber des petites molécules d'ARN. Et si ces petites molécules d'ARN sont capables de changer le profil transcriptionnel, c'est capable de donner une maladie considérable. Donc tout ce qui est absorption d'ARN massive est susceptible de donner des modifications de profil transcriptionnel, de changer le cellules. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faudra réexaminer à la lumière de ce qu'on sait maintenant. C'est-à-dire que vous savez, on voyait, les premières choses qu'on voyait, y compris dans la cancérologie, c'était des effets très toxiques sur le génome, et donc des cellules qui se multiplient. C'est pour ça que la plupart des cancers sont identifiés avec des modifications chimiques sont les leucémies, c'est des cellules qui se multiplient. Donc si vous changez le génome de cellules qui se multiplient, vous avez un cancer. Mais pour les cellules qui ne se multiplient pas, ça ne peut pas être des lésions chromosomiques directes, c'est des changements de programme. Il faut qu'elles puissent recommencer à se multiplier. Et donc les cellules qui sont les cellules d'organes, elles sont en train de perdre la capacité à se multiplier. Donc il faut quelque chose qui est déprogrammé. Quelque chose qui est déprogrammé, c'est donc il y a une vraie réflexion qui permettra probablement de comprendre pourquoi il y a tellement de cancers qui sont associés à des infections. 40% des cancers dont on sait déjà qu'elles sont d'origine infectieuse, parce que primum nova, c'est une infection, mais on ne connaît pas du tout le mécanisme. Et le mécanisme, c'est probablement la manipulation de la traduction. Qu'est-ce que je crois? En tout cas, sur les virus, c'est pas la même chose que sur les bactéries. Le nombre de virus séquencés explose, l'univers viral est en train d'exploser, et les nouvelles données qu'on aura à l'avenir vont être basées sur le fait qu'on va avoir accès direct à chaque fois qu'une bactérie, un virus posera un problème, on aura l'accès direct au génome de la bactérie qui nous permettra de comprendre pourquoi il est résistant, pourquoi il est agressif. Et donc vous voyez, ça c'est l'évolution de la science actuelle, ça c'est les génomes. Vous voyez, ça c'est tous les génomes qui sont séquencés dans le monde par année, et c'est vraiment inconsidérable, ça c'est de proportion, on est un peu écrasé, mais enfin, on fait, vous voyez, 4%, on a fait 4% de tous les génomes bactériens, on a fait 15% des... Nous, on est spécialisé dans les bactéries associées aux hommes, donc on a fait 15% des bactéries associées aux hommes, ce qui nous a permis en séquençant de l'herséatique de trouver des choses intéressantes. À côté de la séquence, bien entendu, le Malditov était un outil extraordinaire parce qu'il change complètement la microbiologie en identifiant tout ce qui existe dans sa base de données à partir de la même manipulation. Avant, pour identifier une bactérie, il fallait désigner un mode d'identification qui était spécifique à cette bactérie, ou à son groupe bactérien. Vous disiez, tiens, tel sucre, pour l'identifier. Et même ces modes d'identification étaient basés sur des banques de données qui concernaient les 100 bactéries les plus communes. Donc, dès que vous aviez quelque chose qui était peu commun, vous n'aviez pas les outils, les clés pour pouvoir rentrer dedans. Tandis que Malditov, qui est juste l'analyse des peptides ionisés, a une capacité d'identifier qui est infinie, puisqu'il suffit de rentrer le spectre une fois pour que la machine vous dise ça, je connais, c'est ça. Après, elle identifie son niveau de certitude en disant voilà, je suis sûr que c'est ça, ou ça ressemble beaucoup à ça. Et vous fixez ce que vous voulez en fonction de ce que vous définissez, mais c'est une banque de données que vous pouvez incrémenter sans arrêt. Et donc,
on a été les premiers à rapporter un travail en routine, c'est ce travail-là. Et du moment où on a rapporté ce travail, c'est le travail que j'ai fait qui a été cité le plus rapidement, extrêmement fréquemment. Depuis ce travail, il est sorti 250 ou 300 publications sur ce domaine. C'est de d'août 2009, il y a 300 publications. Et c'est un domaine assez rassurant, parce que les premiers, du coup, sont les Français et les Allemands, parce que c'est les Allemands qui ont inventé la machine, c'est nous qui l'avons utilisée en premier, c'est assez répandu comme vous traînez tout en France, parce que tout le temps les collègues ont vu qu'on avait ça, nous, ils ont tous venu acheter, mais maintenant ils guettent ce qu'on fait, donc quand ils voient qu'on fait un truc, ils font pareil. Et actuellement, aux États-Unis, ça n'est pas encore passé pour des raisons qui sont très intéressantes, c'est que la Food and Drug Administration, qui est l'administration américaine, met tellement de temps avant de valider quelque chose que vous ne pouvez pas faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire valider ça par notre propre compétence. Il est possible qu'on tende beaucoup à la pièce, quand on sera tous certifiés et cofractisés, on n'arrivera plus à faire ça. La qualité, ça inhibera la capacité à décider par vous-même que votre résultat est juste si vous n'avez pas suivi la procédure, et une procédure qui est connue par le cas qui prend 5 ans. Et donc la différence radicale